Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, le tour des manifestations contre la loi travail en Bretagne, puis focus sur un piège innovant contre les frelons asiatiques. Et enfin le point sur la prévention contre les risques littoraux dans le pays bigoudin et c'est Julie Sicot qui nous en parle. Bonjour Julie. Bonjour Pauline, oui vous allez le voir, les risques littoraux c'est un enjeu majeur dans le Finistère. Sur les 283 communes du département, 118 sont littorales. Vous nous en parlez dans un instant. Et puis aujourd'hui, notre invité est chargé de rédiger une grande liste pour la région Bretagne. Cette liste, c'est celle des infrastructures sportives qui ont marqué la région et qui marqueront la région par leur caractère architectural. Philippe Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc au service de l'inventaire du patrimoine pour la région Bretagne et on parle de cette grande enquête que vous réalisez. On en parle ensemble tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis comme chaque mardi, coup de projecteur sur un projet breton qui a besoin de vous pour se réaliser. Et aujourd'hui, c'est d'un gros projet qu'il s'agit puisqu'il faut aider Jean Le Cam à boucler son budget pour le Vendée Globe. Bonjour Jean Le Cam. Bonjour. En fin d'émission, vous nous expliquerez pourquoi il faut vous aider à participer au prochain Vendée Globe. Ce sera dans l'instant coup de pouce. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 17 mai. Manifestation importante ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats contre la loi travail. Dans les rues bretonnes, ils étaient plusieurs milliers, à commencer par Rennes, où l'on dénombrait environ 1500 personnes ce midi sur l'esplanade Charles de Gaulle, ainsi qu'un blocage routier important sur la rocade ouest avec 15 km de bouchons. C'était la première opération des routiers contre la loi El Khomri. Blocage également dans le Morbihan, où la voie express était coupée dans les deux sens à hauteur de Lorient. Dans le Finistère, la mobilisation avait lieu essentiellement à Brest, où 800 manifestants s'est donné rendez-vous place de la Liberté. À Quimper, ils étaient 500, dont une centaine de lycéens. 200 d'entre eux ont bloqué les voies ferrées à hauteur du passage à niveau de l'impasse de l'Odé. Dans le reste du département, ils étaient 220 à Morlaix, près de 150 à Quimperlé, une petite centaine à Carré et puis une quinzaine à Châteaulin. À noter que ce mercredi, une grève des agents de la SNCF perturbera le réseau. Et puis une autre grosse journée de mobilisation est attendue, est annoncée ce jeudi 19 mai. Julie Sicot, aujourd'hui vous nous parlez tempête, submersion et surtout de comment se prémunir de ces dangers. Oui Pauline, vous vous rappelez sans doute comme beaucoup de Français, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia frappait le littoral français. Alors les conséquences de cet événement météo ont été très lourdes, 47 personnes sont décédées. Un procès a condamné en appel le maire de la Faute-sur-Mer en Vendée à 2 ans de prison avec sursis. Depuis cet événement, l'État a décidé de mettre en place des plans de prévention des risques littoraux pour essayer d'éviter des nouveaux drames. 2 sont en cours d'élaboration dans le Finistère. Le premier a été dénommé Ouest-Odé. Il concerne 8 communes du pays bigoudin que vous voyez sur cette carte. Le second, dénommé Est-Odé, concerne 4 communes qui vont de Bénodet à Concarneau. Vous le voyez avec ces 2 plans de prévention, c'est tout le littoral sud du Finistère qui est concerné. Aujourd'hui, le projet est à l'étape de l'enquête publique car les conséquences de ce PPRL vont concrètement impacter les citoyens. Alors justement, Julie, vous vous êtes rendue à une permanence du commissaire enquêteur, c'est à l'île Tudy, pour tenter de mieux comprendre comment ce plan de prévention risque d'impacter les habitants. On regarde tout de suite votre reportage. Il y a 2 ans, Alain a acheté un terrain à Pinmar. La semaine dernière, à l'île Tudy, il est venu s'informer auprès du commissaire enquêteur. Et selon les premières prévisions de ce plan de prévention, Alain ne pourra pas utiliser son terrain comme il le souhaitait. Il y avait une autorisation qui était valable, qui indiquait que donc, le terrain était constructible. Il a été acheté constructible avec les droits de terrain constructible, avec en plus un document qui montrait qu'on pouvait y faire une opération et qui est maintenant en zone rouge et qui devient par ce fait inconstructible. Alain a notifié par écrit son cas, des témoignages qui vont permettre à la commission d'enquête d'affiner ce plan de prévention. En l'état actuel des choses, à Pinmar, la parcelle d'Alain ne devrait pas être la seule touchée. On est déjà concerné par ce qu'on appelle la loi littorale. On a un périmètre aussi des bâtiments de France. Et vient se rajouter à ça, bien sûr, ce plan de prévention des risques littoraux. On considère que l'on a quasiment 1/6, voire 1/10 de la commune qui est concernée, avec, on a regardé à peu près 1500 habitations qui sont dans le périmètre d'impact de ce plan de prévention des risques littoraux. Depuis janvier 2012, les services de l'État ont compilé des dizaines de documents et de cartes.
Pour élaborer ce plan de prévention des risques littoraux, ils ont cherché à établir des hauteurs d'eau maximales. La pire tempête, la pire marée, le pire du pire a donc été imaginé. Un des critères pour analyser les risques, c'est justement de regarder ce qui peut se passer à l'horizon 2100. Il y a donc ce que tout le monde connaît bien maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences du réchauffement climatique et en matière d'augmentation du niveau des eaux. On tient compte de tout ce qui existe en termes de protection, ouvrages de protection, le dénivelé de la côte, sa nature, si ce sont des dunes, si ce sont des enrochements, etc. L'objectif majeur étant qu'il ne faut pas augmenter le risque couru aujourd'hui. Et donc ça veut dire évidemment ne pas densifier des zones en mettant plus de population qui donc serait amenée à courir plus de risques. Après l'enquête publique et la remise du rapport, le préfet va établir un plan de prévention définitif. Un document qui devrait impacter de manière durable l'aménagement du littoral finistérien. Alors on le voit Julie, ce plan de prévention a de véritables conséquences sur les habitants et sur les communes. Alors justement, comment réagissent les maires des communes concernées? Alors oui, nous avons interrogé à ce sujet Rénal Tanter que l'on voit dans le reportage. En plus d'être maire de Pinmar, il préside également la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud qui est presque entièrement concernée par ce plan. Avec les maires des 4 autres communes du PPRL Est-OD, ils ont décidé de créer l'association des communes soumises aux risques littoraux. Ils contestent notamment la méthodologie utilisée par les services de l'État, les fameux niveaux d'eau prévus d'ici 100 ans. 4 des 12 communes ont demandé une contre-expertise par un cabinet privé. Ce que craignent le plus les maires de ces communes, ce sont les conséquences économiques et démographiques de ce plan de prévention. On écoute justement Rénal Tanter. On va avoir d'autres éléments qui vont probablement nous permettre de dire que voilà, quelques enclaves qui sont en rouge pourraient être en bleu, donc permettant de nouvelles constructions, bien sûr qui répondent à la réglementation, mais qui vont nous permettre de ne pas bloquer un certain nombre d'hectares, on va dire, sur la commune. Si l'on considère d'autres PPRL qui ont déjà été acté, il nous semble qu'on est plutôt dans la dimension un peu trop pessimiste. On ne remet pas en cause sur le fond. Par contre, on estime que certains ouvrages de protection, par exemple, n'ont pas été bien pris en compte. Alors Pauline, les communes vont donner leur contre-argumentaire au commissaire enquêteur d'ici la semaine prochaine. Les enjeux, vous le voyez, sont très importants. On va donc évidemment suivre ce dossier à TBO. À noter, Pauline, que les habitants peuvent toujours aller rencontrer les commissaires enquêteurs jusque fin mai dans les communes concernées. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la préfecture du Finistère. Merci beaucoup Julie pour ces informations. Pour capturer les frelons asiatiques, plusieurs techniques existent. Certains apiculteurs cherchent à être sélectifs pour ne prendre dans leur filet que les indésirables. Camille Pochet a rencontré Denis Jaffré qui a mis au point un nouveau bac à capture. Cet apiculteur étudie les habitudes du frelon asiatique, le plus grand prédateur des abeilles aujourd'hui. Depuis 2 mois, il a mis au point un bac à capture. Les reines frelons asiatiques sont attirées par de la cire. On peut alors les piéger dans un bocal quand elles se nourrissent pour ensuite les placer au congélateur où elles meurent. Autour des ruches, ce nouveau bac pourrait remplacer le piège habituel, fait de bière, de vin et de sucre, mais dans lequel se noient également tous les autres insectes des champs. On va avoir sur ce bac de capture un certain nombre d'insectes, y compris des papillons, y compris même des oiseaux qui viennent se ravitailler en cire. Ça a été le cas il y a encore quelques semaines. Mais l'important, c'est de sélectionner ce qu'on a envie de capturer, c'est-à-dire les reines de frelons asiatiques qui viennent, quand ils ont commencé à trouver la ressource, ils viennent autour de 3 à 4 fois dans la journée se ravitailler. Les frelons qu'il a capturés, Denis Jaffré les envoie vivants au laboratoire de l'INRA à Bordeaux, où leurs gènes seront étudiés. Objectif, savoir où en est l'invasion et trouver un moyen de la stopper. Les 4 syndicats apicoles de la région ainsi que l'association L'Abeille Finistérienne, eux, ne prônent pas l'utilisation de ce bac. Ils doutent de son efficacité pour les professionnels car il faut être à côté du bac au moment où le frelon vient butiner. De plus, les abeilles sortent de leur territoire attirées par le mélange et risquent de se transmettre des maladies comme la loque américaine. Argument que l'apiculteur balaye au vu des pratiques quand les ruches sont nettoyées. Il faut relativiser ce danger dans la mesure où nombre d'apiculteurs continuent à faire nettoyer les hausses à l'air libre et donc font piller leurs hausses. Donc il n'y a pas de différence entre un bac de capture et quelqu'un qui se met à nettoyer ses hausses à l'air libre. Denis Jaffré continue à capturer des reines frelons asiatiques pour éviter que des nids primaires on passe aux nids secondaires.
Voilà, et puis une image impressionnante à Brest ce mardi, celle de l'installation du pylône central du futur téléphérique. Une opération délicate pour soulever et positionner cette pièce de 700 tonnes. L'opération se prolongera demain mercredi. Ces images sont signées David Cormier pour le Télégramme. Allez, direction Saint-Malo maintenant, à la découverte d'un studio spécialisé dans la fabrication de dessins animés. Depuis 2015, le studio Auvin prend en charge la fabrication 2D et 3D de nombreux films français. Découverte avec nos confrères de TVR 35. Bienvenue dans un monde en plusieurs dimensions. Installé à Saint-Malo depuis 2015 grâce à son fondateur Laurent Pacteau, le studio O2O donne vie à des personnages pour les maisons de production françaises et internationales. 2D, 3D ou effets spéciaux, le studio s'est lancé dans la cour des grands depuis qu'il a réalisé l'épisode 0 des Pandas de T-News. L'argent disponible pour créer des films d'animation se maintient en fait. On a une hausse constante des budgets à travers l'Europe et notamment en France. La région Bretagne a bien maintenu aussi son budget culturel, ce qui est une grande aide pour nous aussi. Par rapport à d'autres régions, on commence à s'en apercevoir. Après, localement, on a des très très bons animateurs, des très très bons techniciens. Depuis quelques mois, les équipes ont doublé pour un objectif de 15 personnes aujourd'hui. La raison, en partenariat avec un studio luxembourgeois, le studio O2O réalise les 22 épisodes de la série animée Polo, un projet ambitieux. Les épisodes sont séparés en 2 studios, donc on a la fabrique d'images et chez O2O. Et O2O, c'était une évidence en fait, parce que entre les 2 studios, la fabrique d'images et O2O, il y a comme un partenariat qu'on est en train de renforcer, d'établir, etc. Donc on a une manière de travailler très semblable qui fait vraiment, qui est très très pratique pour moi, parce que les équipes des 2 côtés, c'est des créatifs très autonomes, très à l'écoute, etc. Et entre les 2 studios, on fonctionne vraiment bien ensemble sur la même base de données. On essaye d'avoir le même suivi de production. C'est très très pratique pour une série animée, parce que c'est très dense une série animée, donc il faut aller vite, etc. Si en moyenne il faut compter 5 à 10 jours de travail pour un épisode, le studio O2O devrait livrer la totalité de ses épisodes à Canal+ pour la fin d'année. Voilà, et tout de suite on parle du patrimoine sportif en Bretagne avec notre invité. Philippe Bonnet, vous êtes le conservateur en chef du patrimoine au Conseil régional de Bretagne. Vous êtes en charge actuellement d'une liste qui répertorie les lieux sportifs bretons qui ont un intérêt patrimonial. 2500 sites répertoriés en Bretagne. À quand remontent les sites les plus anciens qui témoignent d'une pratique sportive dans notre région, Philippe ? Alors le site le plus ancien, historiquement, c'est une grève de la baie de Saint-Brieuc où une course de chevaux a eu lieu au milieu du 5e siècle. Mais c'est juste évidemment, il ne reste pas de traces matérielles. Alors l'équipement le plus ancien, et j'insiste, c'est un inventaire des équipements auquel je travaille, c'est la salle du jeu de paume de Rennes, qui a été récemment classée parmi les monuments historiques et qui remonte aux premières années du XVIIe siècle. Alors, quels sont les sports les plus concernés par ces sites ? Vous parliez du cheval, après de la salle du jeu de paume. Est-ce qu'il y a des sports qui ressortent un petit peu parmi tous ces... Alors, il faut distinguer les sports qui sont vraiment aimés et appréciés des Bretons, mais ce ne sont pas ceux-là forcément qui ont laissé le plus de traces. Bon, je pense au cyclisme. On a une quarantaine de vélodromes en Bretagne, historiquement. C'est relativement peu. En revanche, les gymnases, eux, représentent la grosse masse du corpus avec plus de 2000 gymnases. Donc il faut savoir aussi que les pratiques sportives ont évolué avec le temps. Les courses de chevaux dont on parlait ont été très appréciées pendant tout le 19e, ont donné lieu à la création de nombreux hippodromes, dont à peu près 50% ne sont plus en service à l'heure actuelle. Donc si par exemple le foot, le nautisme, ces sports qui sont assez prisés par les Bretons, Jean-Luc Cam pourra le dire sur le nautisme, on le sait, c'est des infrastructures. Alors, quand même, effectivement, il y en a pas mal. Les centres nautiques, c'est un inventaire qui est bouclé à l'heure actuelle. On a répertorié 250 établissements.
dont une dizaine présentent vraiment un intérêt architectural et patrimonial évident. Alors, pour comprendre un petit peu l'intérêt patrimonial de ces monuments, on va prendre des exemples dans le Finistère, puisqu'on est sur TBO, et vous allez nous dire ce qui en fait l'intérêt de ce répertoire. Alors, on va commencer avec la piscine Tournesol à Landivisiau, dont on voit ici un article du Télégramme. Alors là, on est quelle année Alors, on est au milieu des années 70 du XXe siècle. L'histoire de la création de ces piscines est assez originale. En 1968, il y a eu les Jeux Olympiques de Mexico, qui ont été un fiasco pour les nageurs français. Et le général de Gaulle a tapé du poing sur la table. Il a dit il faut que nos jeunes Français apprennent à nager. Et ça a été le lancement du programme 1000 piscines. Donc il y avait un concours d'architecture et de concepteurs. Et le modèle Tournesol a été un des lauréats. C'est des modèles qu'on retrouve un peu partout en France. Dans toute la France. Mais qu'on ne connaît plus aujourd'hui, parce qu'ils ont disparu. Alors, ils appartiennent, je dirais, à l'imaginaire et aux souvenirs de plusieurs générations, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ces équipements ont une quarantaine d'années, deviennent obsolètes et ont tendance à disparaître. Celui de Landivisiau qu'on vient de voir a été détruit. Mais il y avait une vraie volonté architecturale derrière, c'était juste pas construire une piscine classique, alors, il fallait que ça soit un objet qui attire. Il y a toute une réflexion. Alors là, cette piscine Tournesol, bon, elle est emblématique des 70s, avec son look de soucoupe volante. Ouais. C'est des piscines qui avaient vocation à être fermées en hiver et à pouvoir s'ouvrir, d'où le nom de Tournesol. Donc vous avez une partie qui s'ouvre sur 120 degrés, on pouvait en appuyant sur un bouton ouvrir en 2 minutes 30 secondes, c'était l'enjeu de ce projet. Donc là, on voit je vous en prie. Non, et donc la piscine devient une piscine semi-ouverte. Là, on voit la fragilité de ce patrimoine, puisque ça fait pas si longtemps que ça, ces piscines-là. Il y en avait plusieurs dizaines. Il y en a des dizaines, et à l'heure actuelle, on n'en a plus que 3 en Bretagne. Ouais. Alors dans d'autres régions, certaines ont été protégées, ont reçu le label patrimoine du XXe siècle. En Bretagne, il est urgent de s'en préoccuper. Alors on va passer au site un des sites les plus anciens répertoriés dans le Finistère, c'est le gymnase de la Tour d'Auvergne, c'est à Quimper. Et lui, il est représentatif, Philippe, d'une période dont on a peu de témoignages. Expliquez-nous. Effectivement. Alors, il faut bien comprendre que les équipements sportifs en disent beaucoup sur l'histoire politique, économique, sociale d'un pays, la France en l'occurrence. Tout part de la défaite face aux Prussiens en 1870. Les hommes politiques de l'époque estiment que cette défaite elle est due à l'impréparation physique, sportive des jeunes Français. Et donc il va y avoir tout un arsenal législatif en 1880, la loi Georges, qui impose la gymnastique comme matière obligatoire dans les lycées et qui impose également la construction de gymnases dans les écoles de garçons, je précise, et dans les lycées. Donc ce gymnase du lycée La Tour d'Auvergne est un des plus anciens qu'on ait dans la région et à coup sûr dans le Finistère puisqu'il date de 1886. Il est intégré dans le plan d'ensemble du lycée qui a été inauguré cette année-là, 1886. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les plans anciens, cette installation donne sur une cour qui est qualifiée de cour des exercices militaires. Donc cette vision du sport comme préparation à la guerre est très forte. Liée aux militaires. On va passer sur les îles et sur un site, je sais, qui va plaire à Jean Le Cam forcément, puisqu'il s'agit de l'école de voile des Glénans. Et là, on a le prototype d'une architecture écologique. Et pourtant, c'était précurseur, alors en fait... tout à fait. Alors on est ici au milieu des années 50. Les bâtiments ont été construits entre 55 et 58 par un grand architecte, André Gomis, qui avait participé très jeune à la Résistance et qui a été un des initiateurs de l'école des Glénans, donc après la Libération. Le site était assez ingrat puisqu'il n'y avait pas de matériaux de construction. Donc il a utilisé les ressources locales, à savoir les pierres qui servaient à construire les murets séparant les champs dans l'archipel, et puis le bois de flottage. Donc c'est des ressources immédiatement disponibles. Et avec 3 fois rien, il a fait une très belle architecture, minimaliste. Et vraiment, elle était conçue comme telle, d'autant qu'elle était mise en œuvre par des bénévoles. Donc c'était de l'autoconstruction. Donc c'est ça, c'était très précurseur tout ça. On voit la variété, les sites sont très différents dans ce répertoire. On n'a plus beaucoup de temps, Philippe, alors on va juste dire un tout petit mot rapide sur l'Atlantide de Concarneau. Ce site date de 2014. Votre liste est donc exhaustive puisqu'elle prend aussi des bâtiments très récents. Un mot sur ce centre aquatique de Concarneau ? Absolument. L'inventaire donc va jusqu'à la période la plus contemporaine, ce qui est une innovation pour ce service fondé par Malraux.
l'Atlantide montre que les plus grands architectes d'aujourd'hui, en l'occurrence Mark Nimram, qui est un ingénieur et un architecte de réputation internationale, ne dédaignent plus de construire des équipements sportifs qui pouvaient avoir une connotation négative dans le passé. Aujourd'hui, c'est un très bel équipement, inauguré il y a 2 ans, qui est ouvert sur le site et qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine du sport en Bretagne. Donc on le voit, merci Philippe pour ces informations. Tous ces sites, ces infrastructures sportives ont plein d'histoires à nous délivrer. Vous continuez cette liste pendant encore 1 an, puis peut-être qu'un livre à l'occasion sortira, on en reparlera en tous les cas. Merci. Philippe Bonnet. Tout de suite on passe à l'instant coup de pouce. Jean Le Cam, vous avez déjà participé 3 fois au Vendée Globe, cette course à la voile en solitaire autour du monde. Vous souhaitez prendre le départ une 4e fois. Vous êtes déjà qualifié pour la course, vous avez même déjà votre bateau. Pas encore de sponsor, alors vous faites appel à la générosité des gens, mais vous avez déjà le soutien de vos confrères et avant de vous entendre, on les écoute eux. Jean, c'est le sale gosse, Jean, c'est la tignasse. Jean Le Cam, c'est le roi Jean, quoi. Mon idole quand j'étais petit, après ça a été un concurrent quand j'ai commencé à faire de la compétition en bateau, et puis aujourd'hui c'est un ami. Joyeux, convivial, c'est assez attachant comme bestiole. Qui est sympa, qui est agréable, et puis qui est content de ce qui lui arrive. Ouais, Jean fait partie de la course du Vendée Globe, il a une telle expérience sur l'eau, en mer, que c'est aujourd'hui un marin incontournable et qui peut faire de très belles choses sur le Vendée. S'il n'était pas là cette année, c'est sûr qu'il manquerait quelque chose. Un Vendée Globe sans Jean Le Cam, c'est la Bretagne sans la grande marée d'aujourd'hui. Et Port-la-Forêt avec plus un bateau au ponton, c'est la misère, quoi. C'est Armageddon, quoi. C'est le dernier jour du monde. Quand on voit votre palmarès, Jean Le Cam, et quand on entend les autres parler, vous avez donc déjà remporté la solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre, la Barcelona World Race. On se demande pourquoi vous avez besoin d'un financement participatif pour faire le Vendée Globe. Pourquoi pas de sponsor pour financer un marin tel que vous? Pourquoi, je ne sais pas. Si je savais pourquoi, peut-être que je trouverais mieux la solution. C'est étonnant. Oui, ça c'est étonnant, mais d'un autre côté, quand on est dans cette situation-là, qui est une situation complètement atypique, on découvre en fait une sorte de solidarité des gens et ça noue des relations humaines qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas été dans cette situation. Ça donne une autre dimension au projet. Ouais, c'est tout le bonheur et le soutien de ce moment très particulier qu'on vit en ce moment avec toute notre équipe, on passe du chaud au froid et ça restera de toute façon, c'est une belle histoire qui commence, ça c'est sûr. Ouais. Alors qu'il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus classiques et qui sont la continuité de quelque chose. Nous, on est sur la création d'une histoire qui se crée toute seule parce que la situation fait que l'histoire est là. L'histoire là, qui va continuer. Ouais, c'est celle du Vendée Globe. On entendait Roland Jourdain dire qu'un Vendée Globe sans vous, ce serait carrément la fin du monde. Alors, il n'est pas du tout extrême. Elle représente quoi cette course autour du monde pour vous, Jean Le Cam, qui l'avait déjà fait 3 fois? Je crois que c'est une belle course. D'abord, pourquoi je veux faire cette course-là? Parce que je viens de terminer un tour du monde avec Bernard Stamm il y a à peu près 1 an. La Barcelona avec ce bateau-là. Et que le Vendée Globe, c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire qui est surtout partagée par les autres. Et l'engouement des gens pour le Vendée Globe n'est pas neutre dans ma volonté de participer à cette compétition. Et j'ai eu tellement de témoignages de soutien et de bonheur sur les derniers Tours du Monde et sur les derniers Vendée Globe. Quand on arrive à s'apercevoir qu'on donne du bonheur aux autres, je crois que c'est un succès, on a envie d'y retourner. Vous voulez retrouver cette sensation. Alors, le bateau, vous en parliez, vous l'avez déjà acheté, un 60 pieds Imoca, c'est le support officiel du Vendée Globe. Pour vous, c'est plus qu'un simple support pour réaliser ce tour du monde. Vous en parlez comme un compagnon. D'ailleurs, il y a toute une histoire derrière son nom, Hubert. Vous nous expliquez? Hubert, c'était Hubert Desjoyaux, c'est le fils de... Enfin, c'est Hubert Desjoyaux, qui est décédé maintenant, avec qui j'avais monté le chantier CDK Composite à l'époque. À Port-la-Forêt. À Port-la-Forêt, avec Gaëtan Gouérou. Et donc, c'est un de ses derniers bateaux qu'il a construit pour son frère. Et donc, j'ai navigué avec et je l'ai racheté. Et voilà, et c'est pour ça que ça fait partie d'une histoire humaine, en dehors d'une compétition, en dehors d'une aventure.
c'est une histoire intense. Vous avez besoin de 360 000 € aujourd'hui. Concrètement, cet argent, il sert à quoi, Jean? Non, j'ai besoin de beaucoup plus que 360 000 €. Mais sur le site KissKissBankBank, sur l'opération de KissKissBankBank, cet argent sert à équiper le bateau. Donc à changer l'électronique, à acheter des voiles, on change le moteur. Il y a tout un... Parce qu'un tour du monde, ça se fait pas en claquant des doigts. Hein. C'est-à-dire qu'il faut partir avec du matériel neuf et du matériel qui est forcément tout le matériel qu'on a actuellement a déjà fait un tour du monde. Donc il faut systématiquement en fait. Puis partir avec du bon matériel pour retourner faire un tour du monde, c'est intense pour les bateaux. Cet argent servira de toutes les manières à équiper le bateau. Merci beaucoup. Alors, on rappelle 360 000 € pour le projet sur KissKissBankBank. Déjà 47 992 € récoltés. Il reste 25 jours pour participer. Rendez-vous donc sur le site. Et puis, toutes les infos, sinon, via www.tbo.bzh. Merci beaucoup, Jean Lecam. On vous souhaite bon vent. Et on se retrouve demain. Je vous remercie aussi Julie et Philippe Bonnet qui étaient sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.